Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro s'affiche à l'écran là. Envoie ton histoire par note vocale sur WhatsApp au numéro +237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur une vidéo de YouTube là à 12h. À 12h, tous les jours, on poste une vidéo qui contient 10 histoires autant pour moi. Chaque jour, donc à 12h00, n'oubliez pas de vous connecter sur YouTube, DMG TV pour regarder les 12 histoires. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, likez, partagez, dites-nous d'où vous regardez la vidéo. On va rapidement commencer avec la première histoire. Première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir également à tous les abonnés de ta page et de ton émission. Et je veux déjà préciser que ces histoires que tu postes en longueur de journée vraiment nous édifient. Ça nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses parce que vraiment je précise que moi personnellement j'ai longtemps été ignorant, j'ai eu à négliger certaines petites choses que je comprends en réalité aujourd'hui que ça ne devrait pas être le cas. Donc ce soir moi-même je viens raconter une histoire. Cette histoire que je vais raconter aujourd'hui s'est passée à l'ouest du Cameroun, plus précisément à Bafang. Donc c'est l'histoire d'un papa originaire du nord-ouest. Donc ce papa c'était vraiment un papa pour nous parce que l'histoire s'est passée en réalité, ça fait environ 20 ans aujourd'hui. On était encore tout petit, on était encore des gamins quoi. Donc le papa, quand il arrivait, il rassemblait les enfants. Il vous racontait des histoires pour vous faire rire. C'est comme ça, il était très blagueur avec les enfants. Il arrive là, il nous fait des petits cadeaux, bonbons, c'était comme ça en fait. Le papa en question était pêcheur de profession. Et ce papa, c'était le genre de papa qui se tapait le ventre, le genre de papa qui se croyait au-dessus du monde, le genre de papa qui aimait se vanter. Je vois ce que vous ne pouvez pas voir, je vois. Donc tu vois un peu notre papa. Donc il était pêcheur. Et il pêchait, il avait 2 cannes à pêche. C'est avec ça qu'il allait à la pêche, il ne pêchait pas avec des filets. Il avait 2 cannes à pêche. Il était pêcheur de profession, il passait ses journées à pêcher. Bref, un jour alors, il est allé pêcher au niveau de la chute de la Moinque, à Bafang là-bas. Il arrive donc, pendant qu'il est en train de pêcher, il a pêché un poisson brisé. Donc il lance sa canne à pêche dans l'eau, il ressort avec un poisson entièrement brisé et qui dégage encore de la vapeur. Wonderful. Comme c'était le genre de papa qui aimait taper le ventre, le genre de papa qui se sentait au-dessus de tout le monde, il n'a pas pris peur. Au contraire, après l'avoir pêché, le gars s'est retourné, il a coupé une feuille. Je ne sais pas si c'était une feuille de bananier ou une feuille de quoi. Bref, il a coupé une feuille. Il a bien positionné le poisson dessus. Il s'est assis. Il a pris tout son temps. Il a mangé le poisson. Je te dis bien manger le poisson. Un poisson qui sort de l'eau étant brisé. Toi, en tant qu'être humain, tu prends tout ton courage, tu t'assois. Il a mangé tout le poisson. Mangé. Après avoir fini de manger, le gars se baisse, il ramasse encore de l'eau dans l'eau de la chute. Il boit, il tape le ventre. Il rentre. Quand il rentre, il arrive donc au quartier. Parce qu'il était seul, il n'était avec personne. C'est lui qui vient maintenant au quartier. Il se sent tellement supérieur, tellement au-dessus des esprits qui sont là-bas, que son histoire devient, je ne sais pas trop. Il commence à conter son histoire, qui veut l'entendre. Tu vois un peu le genre. Genre, je suis parti à la chute. On m'a donné un poisson brisé, croyant m'effrayer avec ça. J'ai pris mon temps, j'ai mangé, j'ai encore ramassé cette eau de la chute là, j'ai bu. Pour montrer à ces esprits-là que non, je suis au-dessus d'eux, qu'ils ne peuvent rien me faire. Tu vois un peu le genre là. Et comme ça, il racontait son histoire partout. C'était devenu un sujet de vantardise pour lui. Comme il a fait ça, que me voici. Il croyait qu'il pouvait me faire quoi? J'ai mangé le poisson là et je suis en vie. 2 jours plus tard, je vais dire malheureusement, 2 jours plus tard, voilà, la bouche commence à s'enfler. Sa bouche commence à s'enfler. Ça démange en même temps, ça s'enfle. La bouche démange en même temps, ça s'enfle. Plus de temps passe, ça prend le volume. 3 jours après, ça prend le volume. Après 1 semaine, on ne le dévisageait plus. On ne parvenait plus à reconnaître que voilà notre tonton là. On ne le dévisageait plus. Alors, comme il était seul à Bafang, sa famille était encore à Bamenda, on a donc contacté sa famille. 1 semaine et demie plus tard, le pus commence à sortir de la bouche.
le pus commence à sortir. Toute la face est enflée. On ne parvient même plus à savoir que voilà notre tonton, voilà notre papa là. On ne le dévisageait plus. Il était méconnaissable. Le pus sortait, le pus sortait. La chance qu'il a eue, c'est que apparemment chez eux, dans cette période, il était très fort dans ce genre de choses. Sa famille est donc venue le chercher. La famille est venue le prendre, l'amener à Bamenda. On l'a traité pendant peut-être 2 à 3 mois. 4 mois plus tard, il est revenu sur Bafang étant guéri, étant normal. Donc quand il revient donc sur Bafang, c'est où il a pris conscience vraiment des actes qu'il posait quand il n'avait pas encore été victime de cette chose-là. Quand il revient donc, il dit que non, il a laissé le métier de pêche, il n'était plus là, il n'était plus le pêcheur. Bref, c'était ça l'histoire. Donc je viens également sensibiliser les gens par cette histoire parce que ce que lui, il a traversé, plusieurs dehors le font sans savoir, sans s'en rendre compte de la portée de ce qu'ils font. Bref, je veux dire que vraiment apprenons à vivre caché. Apprenons à vivre caché. Parce que plusieurs sont victimes des choses que ce sont eux-mêmes qui ont provoquées. Ce sont eux qui ont provoqué. Donc vivons cachés. Donc c'était ça l'histoire et je pense que cette histoire vraiment va parler à plus d'une personne et que chacun va tirer au moins ce profit de cette histoire, quoi. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire. C'est quoi le cœur de partir d'avoir mangé un poisson que tu pêches dans l'eau, c'est à briser. Le cœur là, c'est quoi? C'est le cœur du porc, c'est comment? Bref, en tout cas, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Moi c'est Linstella. Avant de commencer l'histoire, je voudrais vous inviter à vous abonner, à liker et à partager. Donc là, je vais vous raconter l'histoire de comment une soi-disant meilleure amie à ma maman a failli nous détruire. Donc, l'histoire se déroule dans une localité pas très loin de Yaoundé qu'on appelle Akonolinga. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, ça se trouve au Cameroun. Donc, ma maman, enseignante de son état, dans son parcours professionnel, se retrouve donc à être affectée dans cette localité-là. Et puis, il faut qu'elle y aille, quoi. Donc, elle y va, nous on y va. Et là, vous savez, quand on arrive quelque part, il va falloir s'intégrer. Sinon, on a ce processus d'intégration qu'elle rencontre cette femme-là qui est très souriante, très accueillante. Et puis, elle se tisse d'amitié. Donc, là, tout va bien. Elle se rend visite. Cette dame part chez... cette dame vient chez nous et ma maman aussi, on y va, on va chez elle et tout, ça y va, mais le souci là où ça cloche, c'est que toutes les fois que ma maman est enceinte, elle perdait ses grossesses. Toutes les fois qu'elle est enceinte, elle perdait ses grossesses. Bon là, toute simple et tout, elle n'arrivait pas à faire le lien, quoi. Et puis parfois elle disait, voyez cette femme là dans ses rêves et tout, mais bon, pas plus, elle zappe. Donc... là, dans le souci de ma maman, pour moi d'avoir une meilleure éducation, elle s'est dit, bon, je vais te mettre dans la classe de ma meilleure amie. Moi, elle m'enlève d'une classe pour me mettre dans la classe de sa meilleure amie. Donc, pardon. Donc là, j'arrive dans la classe de cette femme-là. Toutes les fois que on me pose une question en classe, je lève la main. Je suis toute excitée, je comprends la question et tout, je suis toute excitée, je lève la main. On me choisit, quoi. Quand je me lève, tout ce que je veux dire s'évapore. Simplement, ça se volatilise. Jusqu'à présent, je n'ai jamais pu expliquer ce phénomène-là. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Je me retrouve totalement frustrée à un point que je n'arrive même plus à, à lever ma main en classe, quoi. Donc... là, vous voyez, à mon époque, dans les salles de classe étaient tellement pleines qu'il y avait parfois 2 enseignants qui enseignaient la même classe. Dans cette classe, il y avait donc un monsieur qui enseignait aussi, Donc, le monsieur, il va donc vers ma mère, il va la voir, il dit à ma maman, j'ai remarqué un phénomène bizarre chez ta fille. On pose une question, elle est toute excitée. Quand elle lève le doigt, elle est choisie, elle se lève et puis
aucun mot ne sort de sa bouche. Essaye un peu de voir, essaye un peu de vérifier. Donc ma maman, elle écoute, elle zappe. Bon, de l'autre côté, ça n'allait pas. Ma maman, elle se bat. Vous voyez, les maîtresses, l'enseignement déjà, c'est pas facile, mais financièrement aussi, ça n'allait pas très fort. Il fallait qu'elle fasse les bonbons pour vendre, il fallait qu'elle fasse du pain pour vendre, il fallait qu'elle fasse ci, il fallait qu'elle fasse ça pour qu'on puisse mettre les deux bouts. C'était vraiment pas facile. Elle s'est battue comme une lionne. Donc, jusque-là, elle n'arrive pas à faire le lion, quoi. Elle zappe. Donc, chemin faisant, donc, un jour, on arrive chez cette femme-là. Si ma mémoire ne me trompe pas, j'avais dans les 7 ans hein, à l'époque. Donc, on entre chez cette femme-là. On arrive, juste à l'entrée de la porte, on n'était même pas complètement entré chez elle. Elle me fixe un regard, elle me dit, il faut arrêter de faire que ta maman n'ait pas d'autres enfants. C'est toi qui bloque, c'est toi qui es la cause que ta maman n'ait pas d'autres enfants. Et vous voyez, j'étais totalement frustrée, dépassée. Parce que moi, toute petite, je me suis toujours souhaité d'avoir un petit frère, une petite sœur et tout. Là, j'ai même pas compris, quoi. Je comprends pas, vous savez, je sais pas, je savais vraiment pas ce qu'elle voulait de moi. Donc, ma maman, elle comprend encore ce genre de truc. Bon, pas plus, elle zappe. Donc, des années après, on affecte cette femme-là dans une autre localité, je sais pas où. Bon, ma maman, voyant que la situation devient vraiment compliquée, elle entre dans les groupes de prière et tout, elle se met donc franchement à prier et tout. Donc dans ce groupe de prière, il y a un monsieur qui arrive donc chez nous et il me regarde et dit non, cet enfant, non, il faut prier, sinon ça ne va pas aller. Donc on se met donc à prier, à prier, à prier. À l'époque, le psaume 91 et le psaume 90 m'ont accompagné pendant de très longs moments. Donc, tout le temps dans la prière et tout, ma maman elle conçoit et puis c'était la joie. Donc, elle a conçu, cette femme n'ayant pas l'œil sur elle, cette grossesse a tenu. Elle a tenu, je vous assure, jusqu'à la fin. Et par la grâce de Dieu, des mois plus tard, elle accouche mon petit frère. C'était la joie totale. Mais un jour, comme ça, elle a appelé ma maman, elle a dit qu'elle devait passer à la maison saluer et tout. Bon, ma maman a dit pas de problème. Mais quand ma maman est rentrée à la maison, elle nous a fait comprendre que d'aucune façon, cette femme ne doit entrer dans la maison. Et ce jour-là, elle ne doit pas mettre l'œil sur mon petit frère, ni sur elle. Donc, ma mère, comme ça, elle a inventé un prétexte, elle est sortie. Et mon petit frère aussi n'était pas à la maison. Donc, elle arrive, elle apporte des présents et tout. Elle dit, c'est pour mon petit frère et tout. Donc, elle dit, elle veut voir ma maman n'est pas là. Voir mon petit frère, il n'est pas là. Donc, elle s'est en allée. Elle est partie. Et ma maman, elle est donc rentrée des heures plus tard. Hein. Elle est rentrée dans la soirée de là où elle était. Et puis, elle a ramassé, elle a rassemblé tout ce que cette dame a apporté. Elle a jeté. On a jeté tout ça. Personne n'a rien fait de ça, quoi. Donc, mais le truc, c'est que le lendemain matin, quand on se lève, on remarque que devant la porte, je vous assure, il y avait des poudres bizarres qui étaient à l'entrée, juste à l'entrée de la porte. Des poudres de couleur orange, blanche, je ne sais pas trop, des poudres bizarres. Donc, dès qu'on voit, par la grâce de Dieu, personne n'a pu... On a ouvert la porte, mais c'est moi qui ai ouvert la porte ce jour-là, je me rappelle, mais mon réflexe était de regarder au sol. Donc là, dès que j'ai vu la poudre, devant la porte, je me suis crié très fort. Voilà mes parents qui accourent, ils arrivent, ils regardent à l'entrée, ils disent, Jesus, c'est quoi ça? Donc mon père dit, tout le monde reste à l'intérieur de la maison. Il arrive là avec l'huile bénite et l'eau bénite. On se met à prier, il prie, il verse tout cela dessus et puis il rassemble tout, il va jeter. À part mon père ce jour, personne n'a touché à ce truc, quoi. Tout le monde est resté à l'entrée de la maison, on est resté. Et puis bon, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Donc, je voudrais attirer l'attention en ce moment à tous ceux qui écoutent.
Vraiment, il y a des anges qui parlent à travers certaines personnes. Parfois, quand certaines personnes nous disent, il y a un truc qui ne va pas chez votre enfant, prenez une écoute, prenez votre temps, vous écoutez ce que la personne vous dit, parce que c'est pas pour rien que certaines personnes disent quelque chose. Les anges peuvent parler à travers ces personnes-là. Ne zappons pas. N'eût été vraiment la présence de Dieu dans notre vie, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je ne sais même pas si ce que je suis aujourd'hui, j'aurais été, je ne sais pas. On ne sait pas. Mais par la grâce de Dieu, mon petit frère est ville en santé, je suis en santé, et puis on peut manger chaque jour qui passe et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Vraiment, faites attention et soyons prudents. Soyons prudents. Ok, que Dieu vous garde tous. Merci pour ce concept, merci pour cette émission. À la prochaine. Ciao. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire. Laissez des likes s'il vous plaît et on passe à la troisième histoire. Troisième histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir. Ça fait depuis que je vous suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et j'ai aussi décidé de venir raconter ma part de petite histoire que j'ai vécue. L'histoire commence quand notre papa nous avait abandonnés. Il a pris une autre femme, ce qui fait que la vie n'était vraiment pas facile avec maman qui se battait parce que nous sommes au nombre de 9, avec maman qui se battait, paix à son âme, qui se battait pour qu'on puisse avoir de quoi manger. La vie n'était vraiment pas rose. C'est donc comme ça que ma tante décide de venir me prendre parce que je suis la dernière née de ma mère. Ma mère, elle n'a pas trouvé d'inconvénients parce que ça n'allait pas. La vie était tellement difficile. Pour manger même, c'était tellement difficile. La vie, ça n'allait pas. On passait le temps à ramasser les trucs dans la poubelle, les maniocs, les femmes, les 7 et les 18 heures, on ramassait les plantains pour qu'on puisse avoir de quoi manger. La vie n'était vraiment pas facile pour maman. Avec 9 enfants, pas de mari. C'est donc comme ça que ma tante vient me prendre et m'amène au village. J'avais 8 ans à l'époque, parce que là j'ai 23 ans. J'avais 8 ans à l'époque. Ma tante est venue me chercher. J'arrive là-bas, ma tante avait déjà les grands enfants. J'arrive, je commence à travailler. J'étais avec une de mes cousines aussi, parce qu'elle était ma grande soeur, en fait, ma grande soeur d'1 an. On commence à travailler, faire les champs. Ma cousine et moi, on était déjà comme des esclaves. Pour nous, ça ne nous disait plus rien, parce qu'on savait d'où on sortait, on savait d'où on venait. C'est donc comme ça qu'on travaillait comme des esclaves. Le temps est passé, on a grandi. Un jour donc, une maman du village meurt. Quand elle meurt comme ça, c'était un samedi, parce que chez nous, chez les petits, on enterre les samedis. C'était un samedi qu'on devait enterrer, qu'on enterrait la maman. Et chez nous, c'est interdit d'envoyer les enfants en brousse ou à la rivière pour aller puiser de l'eau quand il y a deuil au village. Tellement que ma tante, elle était méchante, excusez-moi du terme, parce qu'elle était vraiment méchante. Samedi vers les 15 heures, ma tante nous envoie en brousse pour aller déterrer le manioc. Parce que je me rappelle, on avait fait 2 marmites de nourriture. Parce que ma cousine et moi, nous mangeait toujours les légumes sans sel. On avait fait 2 marmites de nourriture. Elle a fait la viande de brousse pour son mari et ses enfants. Nous, c'était le pomme. C'était le pomme. Et il fallait le complément pour qu'on puisse manger le pomme et sa viande de brousse.
C'est donc comme ça qu'elle nous envoie en brousse vers les 15 heures. On avait déjà enterré la maman. On arrive parce que nous, ma cousine et moi, on savait déjà ce qui allait nous arriver. Tellement on avait peur. On avait peur. On arrive en brousse. On commence à déterrer le manioc. Déterrer le manioc. DMG, je t'assure. Personne n'était en brousse. Donc c'était du genre que tout le monde est au village. Parce que chez nous, c'est interdit d'envoyer les enfants en brousse, à part une grande personne. Même une grande personne là, même c'est difficile. Nous sommes en train de déterrer le manioc, ma cousine et moi. On suit la voix d'une femme. Elle parlait. On vous suit comment les gens sont en train de causer. Les gens sont en train de causer. Je dis à ma cousine, est-ce que tu suis les voix là? Ma cousine dit, ah, laisse ça. Tu es trop peureuse et tout. Ah, laisse. Je dis à ma cousine que non. Calme-toi d'abord, arrête de déterrer le manioc parce que comme quand tu coupes le manioc, ça fait des bruits. Tu coupes le temps de tirer. J'ai dit à ma cousine que arrête. On suit les voix, on suit comment quelqu'un est en train de parler seul, quelqu'un est en train de parler seul. On s'est accroupi sur le champ de manioc DMG. Quand on guette la maman qu'on venait d'enterrer au village passait. Et dit qu'elle avait les mêmes habits comme on l'avait enterrée. Elle passait DMG. Sans vous mentir, j'ai fait pipi sur moi. Ma cousine qui est ma grande sœur, elle est partie au coma. La panique totale. Donc c'était du genre qu'elle passait là où il y avait les bruits, là où on déterrait le manioc. La maman s'est retournée, tournée la tête. On était silence de mort. Personne ne parlait. Personne ne parlait. Elle parlait seule. Elle est passée, elle partait, elle partait. Et la route qu'on avait empruntée, la route qu'on prenait quand on sortait de la maison, c'est la route là que la bonne dame prenait tout droit seule. Elle parlait seule en brousse. Nous sommes quittés du champ dès les 19 heures, tellement qu'on avait peur. Tellement on avait peur. Je dis que ma cousine est partie au coma. C'est vers les 19h, 18h que ma cousine s'est réveillée. Elle s'est réveillée. J'ai dit que nous sommes arrivés à la maison. Même dans la main, on tremblait. Même le manioc que nous sommes allés déterrer, on n'a même plus pris le manioc. On a même oublié qu'on devait amener le manioc. Et la bonne dame, elle n'a même pas cherché, elle est venue nous chercher. Qu'est-ce qui se passe là-bas au village? Qu'est-ce qui se passe là-bas en brousse? Depuis le jour là, j'ai envoyé la nouvelle à ma mère que maman, pardon. Si tu entends que je suis morte, pardon, viens me récupérer. Viens me récupérer. Depuis le jour là, je n'ai plus jamais mis mes pieds au village. Plus jamais, jusqu'à ce qu'elle va mourir. Plus jamais. Donc je ne peux même pas faire l'erreur d'envoyer mon enfant au village chez une tante ou bien. Donc c'est un peu ma petite histoire que je voulais raconter. Merci. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire. No comment. On passe à la 4e histoire. Rebonsoir DMG TV, j'espère que vous allez bien. Il me semble que c'est le bon compte. Alors, je vais vous raconter une de mes nombreuses histoires personnelles, parce que j'en ai plein. Mais je suis très contente de ce que vous faites, parce que je pense que ça peut orienter beaucoup. Il s'avère que j'étais chrétienne depuis très longtemps et que Dieu m'avait déjà sauvé de nombreuses situations. Mais je vais prendre une d'entre elles. Alors, je sortais d'une balade un soir. Je suis gabonaise. Du coup, je me suis arrêtée au niveau de IAI, à l'échangeur là. Et on arrêtait les taxis, vous savez, vers 18h, c'est un endroit où il y a plein de voitures en fait, donc il y a des embouteillages. Du coup, on était plein là, on arrêtait les voitures, les taxis.
C'est comme ça qu'un monsieur s'approche de moi. Il me dit, madame, c'est pour vous que la voiture Prado là est allée s'arrêter. J'ai dit, pour moi, comment? C'est pas pour moi. Donc, je continue à arrêter la voiture, et les taxis. Et puis, bizarrement, tous ceux qui étaient autour de moi, la majorité, m'avertissent que non, madame, c'est en fait pour vous que cette voiture est allée s'arrêter. Et le monsieur est même descendu, essaye de vous faire signe. C'est comme ça que je prie dans le cœur que Seigneur, est-ce que je dois y aller? C'est vrai qu'il y a l'embouteillage et tout, mais tu connais qu'il y a beaucoup de crimes, alors est-ce que je dois y aller ou pas? Mais je reçois dans mon esprit que je dois y aller, je ne dois pas avoir peur. C'est comme ça que je suis partie. Je suis montée dans la voiture. Quand je suis montée, c'était le chauffeur qui m'avait ouvert. Je monte. Quand je m'assois, je ne sais pas si les gens connaissent le film Karashika, le film des Nigériens. Nigérians autant pour moi. La partie où Satan rit souvent là. Vous voyez les voix bizarres avec des sifflets dedans, les multiples voix en même temps avec des sifflets dedans. C'est comme ça que j'entends cette voix me dire bonsoir. Mais ces gens, ça fait bonsoir. Oh. Je ne sais pas comment vous dire. Oh Seigneur. C'est-à-dire que quand j'ai entendu ça, j'ai su que... Bon, j'avais à la chair de poule et tout quand je suis rentrée. Mais je me disais toujours, ouais, c'est juste la peur parce que comme on kidnappe les gens et tout. Mais quand j'ai entendu le salut et que dès que je suis rentrée dans la voiture, elle était sombre de chez sombre. Je ne pouvais même pas voir l'avant. Je partais à la SMAG. Donc, pour vous dire que c'était pas loin, pour ceux qui ne connaissent pas. Petite distance là. Le monsieur a commencé à essayer de me convaincre sur la Rose-Croix. Qu'est-ce que je pense de la Rose-Croix? Machin. Est-ce que je sais que Jésus est le maître de la Rose-Croix? Je peux vous dire, avant ce jour, j'étais chrétienne, c'est vrai. Mais je ne lisais pas la Bible. Mais j'ai toujours été une grande croyante, dans le sens où, pas grande pratiquante, non, je ne vais pas mentir, mais grande croyante, dans le sens où, vraiment, je sais que je crois en mon Dieu, en mon Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, genre grande croyante de ouf en fait. Mais lire la Bible, non. Mais ce jour-là, Dieu a mis les paroles dans ma bouche. Je me suis mise à réciter la Bible. En fait, la même voix qui m'avait dit, vas-y, n'aie pas peur. C'est-à-dire que je me sentais double. La même voix. La même voix a commencé à me donner les paroles bibliques pour répondre au monsieur là. C'était maintenant un challenge de connaissance. Le monsieur lance une parole là-bas pour accuser Jésus, comme quoi que Jésus est le maître des loges. Moi, je réponds là-bas avec les versets bibliques pour le contre-attaquer. Je ne savais même pas d'où venaient ces paroles. C'est comme ça que le monsieur me dit, vous êtes très intéressante, c'est pour ça que je me suis arrêtée, nani nana. Demain, est-ce que je peux vous revoir à 17h? Le cœur me dit que n'essaye même pas de refuser. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Après, il me dit, ok, je vous fais descendre où? J'ai dit, laissez-moi là, la SMAG. Quand je suis descendue, je tremblais comme ça parce que c'est-à-dire que j'ai vécu un peu de temps, ce qui est inimaginable. Déjà, la voix là, c'était, je ne sais pas comment décrire, c'était pas une voix, c'était plusieurs voix jumelées, un peu comme quand on délivre quelqu'un qui a des légions en fait. Plusieurs voix jumelées. Et dès que je suis montée, le même chauffeur qui parlait là, dès qu'il m'a fait monter, c'était comme s'il avait disparu de la surface. Jusqu'à c'est moi-même qui ai dû me débrouiller pour ouvrir la portière. En fait, je n'ai même pas su qui avait conduit cette voiture ou quoi, parce que c'était tellement sombre que je ne pouvais même pas, comment dire, décrire ce que j'avais vécu dedans. Mais quand je suis descendue, j'ai trouvé qu'on m'avait marqué avec un marqueur sur l'épaule. Et je portais la tenue de l'école, hein, pour vous dire, donc pour me marquer, il aurait fallu qu'on me soulève le haut. Mais non, j'avais rien ressenti en fait, mais on m'avait marqué avec un feutre. J'ai commencé à prier, prier, prier. C'est comme ça que j'ai été sauvée de cette situation-là. Et le monsieur ne faisait que me dire que, bah, vraiment, vous avez beaucoup de chance. Bon, en tout cas, on se revoit demain, on en parlera. Mais en fait,
même la force de lui poser plus de questions que, mais les choses que vous laissez en suspens là, c'est pourquoi. Ah oui, il m'a parlé de la loge vers au vin d'eau là-bas, genre plus loin, qu'il allait venir me prendre pour m'amener. Je devais apprendre à mieux connaître la loge parce que vraiment, j'ai quelques confusions de connaissances. Parce qu'en fait, Jésus, c'est le maître de cette fraternité. Nani, le monsieur là, je ne sais pas qui c'est, mais jusqu'à aujourd'hui, je suis convaincue, non, que c'est Satan. Parce que je ne suis pas sûre qu'il existe un être humain qui a ce genre de voix. Je ne suis pas sûre. J'ai su monter dans les voitures vitrées et tout, mais je ne suis jamais montée dans une voiture aussi sombre. Vraiment. C'est pour dire que la foi, non, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que si Dieu te dit, fonce, alors fonce. Mais si Dieu ne t'a pas donné l'accord, ne va nulle part. Parce que si Dieu t'a donné l'accord, tu peux aller dans l'ombre de la vallée de la mort pour découvrir des choses et puis ressortir de là sain et sauf. Mais sans l'accord de Dieu, tu vas aller là-bas, tu vas te perdre. Parce que la voix là, quand j'entendais ça, parce que je venais à peine de suivre le film de Karashika, là, ça faisait même pas genre 3 mois en fait. Et ça m'avait terrifiée. Mais après le temps est passé, je me suis dit non, c'est juste la science-fiction. Mais quand j'ai vécu ça, j'ai crié en fait. J'en revenais pas. Donc, c'est comme DMJ dit souvent, DMG autant pour moi. Si tu veux croire en Dieu, crois en Dieu, mais vraiment d'une façon acharnée. Mais si tu veux aussi faire d'autres pratiques, sois à fond dedans. Parce que dans cette vie-là, le tiède n'existe pas. Tiède égale à froid. Parce que la Bible dit que le tiède est tout aussi froid que le froid. Donc Dieu le vomit. Restons concentrés. Merci beaucoup DMG et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci, merci. Voilà. Hey, ouvre mon église bientôt. Hein. C'est chaud. Sinon, dites-vous de vous regarder la vidéo en commentaire, préciser. Proposez-moi les titres des histoires en commentaire. Hein. On va jouer le jeu. Et puis, laissez des likes, commentez, partagez. Merci. 5e histoire. Bonsoir à tous. Bonsoir DMG. Aujourd'hui, je viens vous raconter l'histoire d'un voisin. Un voisin qui avait entamé une procédure d'immigration en Allemagne. Le voisin en question avait une copine à l'époque et bien entendu la copine était au courant de sa procédure et la famille de sa copine est au courant, sa propre famille, donc beaucoup trop de gens étaient au courant de cette procédure-là. Donc la fille lui a demandé de l'amener avec lui. Mais il lui a dit que pour le moment, ce ne serait pas possible, mais qu'une fois qu'il sera en Allemagne et après avoir hustle, il allait revenir l'épouser et ils repartira ensemble. Donc le gars, il est parti à l'ambassade d'Allemagne à Yaoundé. Il est allé au rendez-vous, il a passé son interview, il est revenu attendre que l'ambassade l'appelle pour lui dire si oui ou non on allait lui donner le visa. Quand il est revenu de Yaoundé, le gars est tombé malade. Il a commencé à gonfler. Il est devenu... Ah mais... C'est comme une personne peut-être, disons, de votre gabarit et vous, 3 fois. C'est un peu c'est comme ça qu'il était à un moment donné. Donc, il était rempli d'eau. Sa famille donc a commencé à marcher pour savoir ce qui se passait, ce qui arrivait à leur enfant. Et partout où il partait, on pointait sa copine. Et on disait que cette fille lui avait fait manger quelque chose pour se rassurer qu'il allait tenir sa promesse de revenir la chercher une fois en Allemagne. Donc, pendant qu'il était malade et il souffrait, le gars criait toutes les nuits, on l'entendait du bas. Parce qu'ils étaient en haut et nous, on habitait au rez-de-chaussée. Il criait dans la nuit, on l'entendait. Jésus, Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant la maladie, donc, l'ambassade l'appelle, l'ambassade allemande l'appelle pour lui dire qu'on lui a octroyé le visa. Mais il n'arrivait même pas à marcher.
Il n'y a même pas moyen de se lever pour aller chercher ce visa-là. Finalement, il est mort. Le jour de sa mort, c'est comme si on avait pris une aiguille et on a percé un ballon rempli d'eau. Toute l'eau est sortie. Ça coulait comme c'est sorti par les pores, quoi. Ça coulait comme de la sueur. Mais un marigot, quoi. Toute l'eau est sortie. Donc, la morale de cette leçon, c'est de savoir à qui confier ses secrets. Surtout de nos jours. Il y a des choses, parfois, il vaut mieux même ne pas dire à quelqu'un, faites vos choses tout seul. Et une fois que vous réussissez, peut-être de l'Allemagne, là, vous appelez, vous dites, hey, voilà, je suis parti. Il faut être très prudent. Ne nous confions pas aux gens, copains, copines, parfois même pas aux frères, aux sœurs. Non, il faut être prudent. Voilà. Très d'accord avec toi. Mais peux-tu dire, c'est comme un gars de votre gabarit. Le gabarit de qui? D'une fois qu'il était gros, je comprends, d'une fois que tu es gros, gars. C'est le gabarit de qui, mon frère? Hey! Merci pour l'histoire. Sinon, laissez des likes, commenter, partager. Moi, surtout comme ça, devant vous, hein, que c'est de votre gabarit. Donc, pour ne pas dire qu'il n'était pas mince, il était gros. Elle ne veut pas seulement dire que, gars, tu es gros. Ok. Deuxième histoire. Merci beaucoup, hein, merci. Bonjour DMG. Bonjour à toute la communauté. Bonjour. Je suis souvent sur votre émission, ça fait un bon bout de temps, donc j'ai des histoires aussi à raconter, donc j'aimerais un peu participer et pour cela, je demanderai à tout le monde de liker, partager et d'aimer. Donc c'est une histoire qui date, j'étais encore petite, j'étais encore à l'école primaire dans les C1, C2 par là. Donc, on était à la cour et tout ça, on jouait avec les autres. Et puis, tout d'un coup, je vois le voisin qui était à côté de nous. Il surgit de nulle part. Un papa qu'on appelait tonton parce qu'on appelait le grand frère de notre père. Donc, là, il surgit, il commence à crier sur moi. Oui, tu ne comprends pas. Un enfant qui est le vampire, une petite sorcière comme toi. On te parle, tu ne comprends pas. Pourquoi tu es têtu comme ça? En fait, quand il parlait, il ne savait pas comment maman était commerçante à l'époque. Donc, il ne savait pas comment maman était déjà rentrée du marché, qu'elle était à la cuisine, elle préparait parce que je vais rentrer tôt. Et que papa, lui aussi, il était déjà rentré du travail, mais il était assis au bar. Et le bar où il était assis faisait vraiment face à la cour de la maison. Donc, papa aussi à distance, il regarde un peu la situation, il voit comment le papa là parle. Donc, c'est comme ça, maman sort et se place à la terrasse. Elle me regarde, elle regarde le papa, elle me pose la question, qu'est-ce que tu as fait à ton oncle? Je dis, ben, je sais pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit et de quoi il parle et tout ça. Il a parlé. Donc, quand il parlait comme ça, c'est comme ça que maman me dit, bon, comme ton oncle est fâché, rentre. Comme les enfants, on est têtus. Quand maman tourne le dos comme ça, je reviens encore à la cause jouer. Tu ne peux pas le goût des jeux. Donc, le papa, là, il parle. C'est comme ça que mon père voit ça un peu que... Non, ça devient un peu trop sérieux, là. Depuis qu'il ne fait que parler, il ne s'arrête pas. Donc, mon père vient doucement. Et puis, il vient le trouver en train de parler. Il dit, ah, grand frère, c'est comment... Qu'est-ce qui se passe avec ta fille? Non, depuis qu'on te demande de donner, tu refuses, tu ne veux pas donner. Ça veut dire quoi? Comment tu peux élever un gibier comme ça? Et puis, nous, on est dans le besoin. Une grosse poule comme ça que tu élèves. Tu l'as déjà tout donné, mais maintenant on te demande de donner, tu ne veux pas. Ah! Comment ça? Donc mon père se pose la question, il dit, mais attends, tu parles de quel gibier? Il dit, c'est pas celle qui est debout là, c'est pas d'elle dont je parle, tu ne veux pas nous la donner, pourquoi? Mon père dit, ah bon? Ah! Donc, depuis que tu parles, c'est de ma fille dont il s'agit. Il dit oui, mais puis tu veux faire quoi? Pas dire, ah bon, ok. Il n'y a pas de souci, ma fille, elle est là. Je tiens aussi à rappeler au passage que je suis la seule fille de mes parents. Donc, je n'ai que des frères, on n'est pas nombreux. Je n'ai que des frères, 2 frères. Donc, je suis au milieu des frères, de mes 2 frères. Donc, en gros, moi, je suis comme un homme. Je ne suis même pas comme une femme. Je suis comme un homme. Parce que les réactions, alors là, même l'homme est resté derrière. Non, papa craque. Il dit, donc tout ce que tu es en train de parler, là, il s'agit de ma fille et tout ça. Donc c'est de ma fille dont tu appelles la viande et tout. Papa dit, ok. Pas de souci, moi je suis là. J'ai
certificat de port d'âme. Donc, de jour ou de nuit, tu fais l'erreur. On ne te dira pas. Je veux t'abattre comme un chien et tu me diras pourquoi tu veux prendre ma fille en sorcière. En fait, c'est un truc, comme on dit quand on est petit, on ne réalise pas certaines choses, quoi. C'est à la longue qu'on réfléchit et puis on se rend compte que, mais attends, mais ce papa racontait même une histoire, il me racontait telle chose, mais il racontait même quoi. Donc, papa lui a menacé grave, jusqu'à dire, ok, voici ma fille qui est là. Si un seul jour, elle a mal à la tête, on ne te dira pas. Je vais te faire vivre ça en public. Où je suis là, je suis prêt. Parce qu'il s'agit de ma seule fille et tu n'as pas le droit de venir te placer à la cour pour parler des conneries à ma fille et des choses vraiment qu'elle ne connaît pas. Donc, c'est comme ça, le papa s'est calmé, il est rentré chez lui. Et puis, papa m'a dit, ça va? Je lui ai dit, ça va. Il me dit, bon, tu peux déjà rentrer? Non, les jeux sont finis. Je lui ai dit, ouais. Donc, comme ça, je rentre. Et puis, au fur et à mesure que je grandis, je me dis, mais attends, nous les parents, des fois, il y a certaines choses qui se passent en fait avec nos enfants dehors, qu'on ne prête pas des fois trop attention. Mais sincèrement, il faut vraiment, quand quelqu'un vient gronder sur ton enfant, vraiment, il faut prendre la peine de chercher à savoir de quoi il s'agit et pourquoi cette personne vient crier sur ton enfant. On ne laisse pas quelqu'un crier sur ton enfant n'importe comment, parce que tu ne connais pas la dimension de cette personne et la rigueur avec laquelle cette personne gronde ton enfant. Donc vraiment, faisons attention et soyons vraiment prudents avec les gens avec qui nous cohabitons. Merci beaucoup, partageons, likez et bien des choses à vous. Merci beaucoup, partagez, likez, commentez, dites d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Ah, merci, merci. On passe à la 7e histoire. Aïe, tu fais ça, mon enfant. Ouais. Tu fais ça, mon enfant, avant même que... Oui, je vais faire la prison. Oui, je vais faire la prison, oui. Non, je vais faire la prison. Je vais te découper. Non, je vais faire la prison, c'est qui est sûr. Non, on va me parler loin. 7e histoire. Ça. Bonjour, TMG. Je voulais te parler de mon histoire mystique que je vis. Je suis ivoirienne. Je suis mariée à un Allemand et ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Voilà. Ma propre sœur camerounaise qui détruit ma vie depuis des années avec ses histoires mystiques. Comment tout a commencé? Mon mari avait une petite société. Il a connu cette femme et il me cachait tout. Et cette femme envoyait même un jour, comment on appelle, en Côte d'Ivoire on dit Akmani. Je ne connais pas le nom en français parce que là c'est parti. Bon, la nuit c'est venu dans ma maison. Mon mari et notre enfant, il a pris ça, il l'a jeté dehors. Depuis ce temps, mon mari a vendu notre maison. Et je pleurais. Il a vendu la maison derrière moi pour aller lui payer une maison. Je pleurais. Il ne m'a pas donné un rond. La maison qu'on a habité dedans, on a payé pendant 10 ans. Cette femme est venue dans sa vie, la maison est partie. Ok, c'est numéro 1. Et j'ai dit, bon, c'est pas grave. Je priais Dieu tous les jours. Et je gagne au loto. Elle envoie son petit chèque qui appelle sur mon portable. Pendant des semaines, alors que mes tickets gagnants étaient dans mon sac. Je travaillais en ce moment. Et je prends les tickets gagnants. Je vais corriger mon ticket. Le monsieur prend mes millions, 31 millions devant moi. Je n'ai pas de bouche à parler. J'étais arrêtée comme une bête. Et je dis, bon, je vais voir mon mari qui est dans la voiture. Je lui dis ça. Il n'a rien dit. Il a pris la voiture, on est parti. Je dis, ah bon, j'ai gagné beaucoup d'argent comme ça. Tu laisses dans la main des gens. Il n'a rien dit. Il a pris la voiture, on est parti. Parce qu'il avait rendez-vous à la Camerounaise. Bon, j'ai rien dit. J'ai dit, ok, si il gagnait cet argent, peut-être qu'elle allait me tuer. Et puis vivre avec mon argent. Donc, Dieu sait ce qu'il fait. Et du coup, le lendemain, mon mari me dit, si tu avais cet argent, tu m'aurais quitté. Ok. Et la femme, maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Elle va au Cameroun, elle fait des fétiches. Mon mari ne peut plus coucher avec moi. Seulement avec elle. Du lundi au lundi. Quand je suis couchée dans mon lit, je dors. La nuit, il ouvre la porte, la femme rentre dans mon lit. Et je dors et ils font l'amour à côté de moi. Et je ne me réveille pas, hein. Je ne me réveille pas, hein. C'est si comme on a mis un truc dans l'eau que j'ai bu, quoi. Donc cette femme-là, avant de partir, elle a un truc, elle me touche avec ça.
Et puis, j'entends les bruits de ses pieds dans les escaliers. Donc, ça a été toujours comme ça. Un jour, j'étais fâchée. J'ai dit, bon, je l'ai jeté dehors. Et il a appelé la police. La police n'a pas pu faire quelque chose. Il est venu, il m'a dit, pardon, il est rentré. C'est là, maintenant, là. C'est à son travail, maintenant que son patron leur a donné une place. Donc, tous les jours, la femme couche avec mon mari du lundi au lundi. Moi, je suis une femme, je suis sa femme légale, assise à la maison. Et c'est la femme, ce qu'elle dit, là. La Camerounaise, ce qu'elle dit, c'est ce que mon mari fait. Au moins, si c'était une belle femme, là, ça n'allait pas me faire mal. Hein. Donc, ce qu'elle dit, là, c'est ce que mon mari fait. Du lundi au lundi, elle va coucher avec mon mari. Et je suis à côté, je suis là. Donc, maintenant, là, c'est une décision que j'ai prise. Je me suis dit, bon, c'est mieux de le quitter. Donc, c'est à toi de m'aider. Ce que j'ai choisi, est-ce que c'est bon? C'est une bonne chose ou bien c'est pas une bonne chose? Merci, DMG. Et partagez, likez et bonne journée. Voilà, c'est vrai, j'ai posté sur Facebook et TikTok déjà, mais j'ai pas mis sur YouTube. Donc, sur YouTube, je vous donne encore l'occasion de dire ce que vous pensez en commentaire. Elle a bien fait de quitter son mari ou pas? À vous de dire dans les commentaires, vu qu'elle va lire forcément les commentaires ici. On va continuer à... Hey, les Camerounais ne sont pas toutes des arracheuses de mari, hein, s'il vous plaît. Pour son histoire, là, une Camerounaise a pris son mari, a envoûté son mari. Hey, mais après, faut pas... C'est pas Cameroun... On va venir me dire en commentaire. Pourquoi tu défends comme c'est le Cameroun? Tu défends comme tu es Camerounais? Non. Pas seulement parce que c'est le Camerounais. Ça aurait été le Camerounais, je vais toujours dire la même chose. C'est comme ça. Et on continue, 8e histoire. Bonjour DMG, j'aimerais aujourd'hui partager une histoire avec vous. En fait, c'est l'histoire de l'un de mes amis sur un ex, quoi. Parce que il était mon professeur en classe de terminale dans les années 2014-2015. Après l'obtention de mon bac, on s'est mis en couple, quoi. Donc on a commencé à papoter sur Facebook et c'est comme ça qu'on s'est mis en couple ensemble. Quelques temps après, je devais quitter la ville de Limbe pour Yaoundé parce que j'allais suivre une formation de ce côté-là. Bon, c'est comme ça qu'après mon départ, la distance et tout, on a décidé de mettre un thème à notre relation. Donc c'est là comme ça, il y a encore la mère de 16 enfants. Il y a encore la mère de 16 enfants. Quelques temps après, elle lui donne des jumelles. Donc elle lui donne des jumelles. C'est comme ça que peut-être 6 mois après la naissance des enfants, il fait la rencontre d'une de ses élèves parce que sa femme ne se sentait pas toujours bien. Il a une relation avec l'une de ses élèves de la classe de 3e. C'est comme ça que, après un certain temps, il me dit que non, comme ça, il ne se sent pas bien avec sa femme. Et je sais pas, il ne se sent plus à l'aise, quoi. Surtout comme elle était malade, elle l'évitait donc de se mettre avec lui au lit, quoi. Donc quand elle a repris de la forme, elle a voulu, mais lui n'était plus trop par rapport. Il se sentait déjà bien avec la petite, pourtant il me disait que c'était juste pour s'enjailler un peu. Après ça, il devait mettre un terme à la relation, mais là maintenant il se sentait plus bien avec la fille. C'est comme ça la fille dit elle veut arrêter les études. Il dit ok, si elle arrête alors il doit lui trouver un petit truc à faire. Comme ça, je sais pas, quelque temps après il m'appelle et il me dit bon, comme tu vois là, ma femme là elle est enceinte. Je dis mais elle est enceinte comment? Toi tu me dis que tu te sens pas bien avec elle et que vous n'êtes plus. Mais comment elle a fait pour... Il dit que ah non, c'est aussi arrivé comme ça une fois, mais il sait pas comment elle est directement tombée enceinte. Je dis bon, faut alors mettre un thème à ta relation avec l'autre fille et tu te consacres sur ta femme, quoi. Il me dit non, comme tu vois la fille là, je l'ai ouvert une boutique. Et j'ai dit mais tu ouvres une boutique, tu m'as dit qu'elle fréquente. Il me dit non, elle avait arrêté, elle avait dit qu'elle voulait arrêter les classes. Et j'ai trouvé un petit truc qu'il a mis là-bas. Elle vend les téléphones et tout ça. Il dit mais ta femme là, elle est à la maison depuis là. Elle n'a jamais eu d'activité, mais tu as ouvert une boutique à une fille. J'espère quand même que la boutique là au moins a ton nom et que j'ai. Il me dit non, elle a contribué un peu. Je dis papa, on ne peut pas conseiller un grand, surtout que tu me dépasses au moins avec 15 ans, je ne peux pas te conseiller. Il me dit, ah, c'est comme ça, alors, quelques temps après,
il loue un appartement, il met la fille là-bas. Comme sa femme était presque à terre, il dit à sa femme, il faut que tu ailles accoucher chez tes parents. La femme aussi, elle dit d'accord, il n'y a pas de problème, mais c'est comme ça qu'elle s'en va chez ses parents. Puisque lui, il vivait avec sa maman. Donc, sa femme et lui vivaient avec sa maman dans la maison familiale, mais il avait quand même loué un appartement à la fille. Pourtant, il disait qu'il n'avait pas de moyens pour sortir de la maison familiale pour aller rester chez lui, pour aller rester en location avec sa femme. Mais il a quand même trouvé la possibilité de louer l'appartement à la fille. C'est comme ça. Moi, je trouvais ça bizarre. Je trouvais ça bizarre. Quelqu'un qui me disait être bien amoureux de sa femme, mais comment se fait-il que quelques temps après, il me dit que il est en relation avec une jeune fille, même à peine 17 ans. Là, alors, je sais pas, ça m'a commencé à m'être bizarre. C'est comme ça que je décide de parler à une maman. Je vais chez nous là-bas à Limbe, elle me dit que non, comme tu vois là, ton ami là, lui là, il n'est plus clair. Donc il est envoûté. Ça me dérange un peu, plus que je ne causais pas avec sa femme. Ça m'a un peu perturbée. Et j'arrive alors dans la ville de Limbe. En ce moment-là, moi, j'étais à mariée. J'arrive dans la ville de Limbe avec certains produits que la femme m'avait donné. Et j'ai mon ami là, essaie un peu, ça c'est un bain de purification, essaie un peu de mettre, de faire tes bains avec ça, tout ça. Il me dit ok. C'était mon ami et il me faisait tellement confiance. C'est comme ça qu'un jour alors, il dort. Au milieu de la nuit, il se réveille, il se saute. Il était assis sur le lit avec le slip de sa copine là sur la tête. Parce qu'il est allé passer la nuit dans son appartement. Il se saute sous le lit avec le slip de la fille sur la tête. Et elle était habillée bizarrement et elle faisait les trucs, les chants, les machins avec la bougie au sol. C'est là il demande à la fille, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tu t'es réveillée? Il dit, oui, je me suis réveillée. Pourquoi j'ai ton slip sur la tête et tout ça? Et pourquoi, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle dit, non, laisse, je vais t'expliquer. Il dit que j'espère que tu ne m'as pas embouté. Comment ça peut être? Peut-être presque un mois après que je l'ai donné le traitement là. Et j'espère que tu ne m'as pas embouté tout ça. Il se fâche. C'est quand il met la fille dehors à cette heure-là. Il met la fille dehors. Que donc, c'est qu'on raconte dehors là, c'est vrai et tout ça. Il m'appelle alors. Le lendemain matin, très tôt à la première, il m'explique ce qui s'est passé. J'ai fait signe alors la femme me dit oui, comme je t'avais expliqué là, c'est ça, c'est parce qu'il a commencé à ouvrir un peu les yeux d'un coup et puis l'attacher dans son sommeil. Quelques temps après, dans lui et mon cousin, il a demandé, va demander pardon à la mère de tes enfants et tu lui fais revenir à la maison. Vous pouvez même rester dans l'appartement de la fille et tout ça. Il me dit, ok, il a compris. Il est alors allé chez les parents de la fille, il a demandé pardon. La fille, un peu, comme nous les femmes, on aime souvent faire des choses que dans un boude là. La fille a un peu boudé, et puis il est rentré. Quelques temps après, le gars ne m'écrit plus trop, donc ne causait plus trop. Moi, je l'écrivais même pour lui dire bonjour sur WhatsApp, lui, il ne répondait pas. Donc, c'était un peu bizarre. C'est comme ça, maintenant, je l'écris sur Facebook. Là, je lui vois qu'on était sur Facebook, je l'écris. Demain, c'est comment? Il me dit non, ça va. Je dis, mais comment je t'appelle, ça ne passe pas? Et donc, je t'écris sur WhatsApp, ça marque toujours que tu n'as pas lu mon message, quoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit non, il n'y a pas de problème, c'est juste que je suis un peu trop pris ces derniers temps avec l'école, tout ça. Maintenant, c'est comment avec la mère des filles. Tu es allé là-bas, je vois. Il me dit oui, ça va. Il dit qu'elle est déjà rentrée. Il me dit, je vais t'expliquer plus tard. C'est comme ça que le lendemain, je vois, il m'a bloqué sur Facebook. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe avec le gars-ci? Je demande, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que j'appelle encore la maman là. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe avec telle personne? Pourquoi? Parce que la maman lui connaissait aussi. J'ai appris qu'il est devenu maintenant esclave de sa petite là. Mais comme je n'ai pas de signe, je ne pourrais rien faire. J'ai appris qu'il est devenu esclave. C'est là maintenant que je prends mon courage à deux mains. J'essaye de chercher comment avoir le numéro de la mère de ses enfants. Et je l'appelle. Je l'explique maintenant tout ce qui se passe, tout. Je l'explique que comme tu vois, comme il était venu te demander pardon, il me dit oui, il dit que comme tu vois, c'est parce que j'avais fait comme ça. Il faut aller chez telle maman là. Tu dis que tu viens de ma part. Donc elle va comprendre. Là, j'appelle la maman là, il dit la femme de telle personne viendra te voir. Elle me dit ok. C'est comme ça que la fille va chez la maman. On fait certains produits. Elle fait tout moyen pour voir
le gars en question, le père de ses enfants en question. Elle cherche tout moyen possible pour ne pas voir la maman du gars. Elle explique à la maman du gars parce que lui-même gérait sa maman, il ne gérait plus sa maman. Elle explique. C'est comme ça maintenant qu'ils organisent, qu'ils prennent le gars. Ils partent maintenant chez la maman avec lui. Elle a fait le traitement, tout. C'est comme ça que la jeune fille en question est devenue folle. À peine 21 ans, elle a à peine 21 ans, elle est devenue folle. Je dis bien folle jusqu'à elle se déshabille et puis elle marche partout. Là, elle est devenue bien folle. Parce qu'après qu'on avait su qu'elle avait envoûté, elle a encore allé sceller le traitement plus fort que je ne sais pas comment expliquer ça. Et moi, ça m'a dépassé. Une jeune fille. Là, maintenant, elle a que peut-être 21 ans. Mais vraiment, elle était embarquée dans ce genre de situation-là. Si je vous fais pas aujourd'hui, là, c'est parce que le gars, lui, il a repris contact avec moi il y a peut-être une semaine. Donc, vous m'expliquez cela. Et puis bon, c'est comme ça maintenant, il est sorti de la maison où il était avec la fille là. Donc il a vendu même toutes les choses qui étaient là-bas aux enchères, tout ça. Maintenant là, il est clean. Vraiment, mes chers frères là, vous qui aimez sortir, vous qui êtes professeur, vous aimez sortir avec vos élèves là. Vous qui avez vos femmes à la maison, vous les laissez toujours pour aller chercher les petites là. Sachez qu'un jour ça va vous rattraper, franchement. Sachez qu'un jour ça doit vous rattraper. Et mes chers soeurs là, pardon, arrêtez un peu avec l'envoûtement. C'est vraiment de trop ces derniers temps là. Arrêtez d'attacher les enfants d'autrui. C'est vraiment grave. Donc évitez un peu ça, franchement. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Et les sœurs là, arrêtez avec l'envoûtement. Pardon. Et on va voir nos enfants grandir. On passe à la 9e histoire. Bonjour, je reviens encore avec une autre histoire. Vous savez, en Afrique, on a vraiment trop d'histoires, vraiment trop d'histoires pathétiques. Et ce sont des histoires au moins qui me donnent froid au dos. Donc, c'est un peu ça. Cette fois-ci, je viens avec une histoire. J'apprenais dans une ville du Gabon, qu'on appelle Mouila. Ceux qui sont de Langounier savent de quoi je parle. Donc, je suis allée pour fréquenter. Donc, c'est l'école, en fait, comme j'avais fait le bac 2 fois sur Libreville, ça n'a pas été. Donc, c'est comme ça que je suis allée à Mouila pour aller apprendre dans un lycée. Et où j'apprenais, c'était vraiment pas loin de l'endroit où j'habitais. Donc, je pouvais aller à pied et puis revenir et tout ça. Je louais dans une maison. Mais la dame là est vraiment hyper gentille. Vraiment une dame hyper gentille qui s'occupait bien de moi. Et ouais, donc c'est comme ça, je fais la connaissance d'un monsieur. Il me disait qu'il était dans le parti au pouvoir. Il était de Mouila. Donc, c'est un monsieur qui venait une fois en passant sur Mouila, que je ne connaissais même pas où il habitait. Mais ce qui est sûr, peu importe l'heure à laquelle il arrivait sur Mouila, il m'appelait. Donc, quand il m'appelle, qui sont que les magasins sont encore ouverts, il m'appelle, il me dit, tu es où? Je suis à la maison, il me dit, bon, viens. C'était dans les années 2005-2006. Il me dit, viens. Donc, quand j'arrive, on sortit, il me dit, viens me trouver dans tel magasin. Je dis, ok, j'arrive. Donc, quand j'arrive, il me dit, comme ça fait longtemps que je suis arrivée là, donc prends tout ce qu'il te faut pour la maison, pour qu'au moins il ne te manque de rien. Donc, je vais soulever les choses, soulever les boîtes de conserve, parce que je prenais plus de boîtes de conserve. Je ne prenais pas trop la volaille, parce que je n'avais pas trop le temps de préparer, parce que tu es un élève, ne cherche pas à trop manger. Donc, je prenais plus les boîtes de conserve, les chocolats, les pâtés, beurre et tout ça. Avec les boîtes de lait, je stockais à la maison. Donc, quand il finit de me faire les courses comme ça, il paye. Il dit au chauffeur d'aller me déposer à la maison. Ce monsieur ne me donnait jamais l'argent, hein, à titre de rappel. Il ne prenait jamais son argent comme ça pour me donner ça en espèces. Mais pour me gâter avec des choses, c'était non. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, il disparaît. Il y a peut-être 3 mois après, il m'appelle. Oh non, je suis à tel endroit, viens me trouver. Je vais te faire des courses. Il finit de faire des courses. De soir, lui-même, il vient me dépose. Et puis, un jour comme ça, on n'était pas loin de la fin de l'année, en tout cas. Il me dit, bon, c'est un week-end et tout ça. On va aller passer le week-end dans une autre ville de Mouila aussi. C'est à Moabi. C'était ma toute première fois d'arriver à Moabi. Donc, quand j'arrive, je dis, bon, ok, il n'y a pas de souci, mais on fait comment? On partait un vendredi pour revenir, je crois, dimanche, hein, ou samedi soir, quelque chose comme ça. C'est comme ça. Non, c'est pour venir dimanche.
Non, on était parti en samedi pour revenir dimanche. Donc, c'est comme ça, j'avais une amie, une fille Zédi. Et je dis à ma copine, bon, écoute, je peux aller à Moabi toute seule, il faut que tu m'accompagnes. Comme je vais avec mon ami que tu connais là, et il a son frère aussi, donc on part à 4. Elle me dit, ok, comme elle est du sud, elle ne trouve pas d'inconvénient. Moi, je suis du nord. Elle me dit, bon, ok, on y va. On emprunte la voiture le jour là, il faisait 17h, 18h par là. Je vous assure que c'était à chaque village où ils connaissaient des gens, on s'arrête. Et déjà, moi, je ne bois pas le vin de palme, je ne bois pas de bière. Donc, eux, ils s'arrêtent avec ma copine, commencent à boire. Donc, quand ils boivent, moi, je suis avec ma bouteille de minéral, je bois mon eau. Des fois, je reste dans la voiture pour qu'ils sentent que vraiment, là, je suis fatiguée, je veux rentrer. Donc, c'était comme ça, on s'arrêtait dans presque tous les villages et ils faisaient les présentations. Oh, c'est madame, on s'arrête. Oh, c'est madame, on s'arrête. Jusqu'à on est arrivé à l'endroit où on devait loger. C'était un hôtel, un monsieur de la place qui était aussi dans le parti au pouvoir avait fait un hôtel, mais il était déjà retraité, c'était un ancien ministre qui était déjà retraité. Donc, il avait fait un petit hôtel pour les passagers et tout ça. On est arrivé. Quand on arrive, on prend des chambres et tout ça, ma chambre. Oh non, lavez-vous et puis on ira manger. C'est les baboués, ma copine et moi. Oh non, ok, on est prêt pour aller manger. On est sorti pour aller manger. Après, on est revenu dans la chambre. Je dis, bon, moi, je vais m'apprêter à dormir. Je dis à ma copine, bon, bonne nuit. Elle me dit, ok. Donc, je rentre dans la chambre. À titre de rappel, le monsieur, à chaque fois qu'on se voit, il ne m'appelait jamais pour mon prénom. Il m'appelait toujours soit la sirène, soit la beauté africaine. En fait, je comprenais, je me disais, mais attends, mais j'ai un prénom, arrête toujours tout le temps de m'appeler comme ça. Il me dit, non, tu ne sais pas ce que tu as. Quand je te regarde, il y a quelque chose qui brille en toi, qui m'attire vers toi, qui fait en sorte que tout ce que tu peux me demander, je vais donner. Ah, mais là, ça devient sérieux. Non. Et comme moi aussi, je suis une personne vraiment avertie, j'ai dit, ok, on va vivre ensemble. Donc, quand on arrive à Moabi, on prend des chambres, ma copine et puis l'ami de mon ami aussi, ils prennent leur chambre, mon ami et moi, on prend notre chambre. Donc, moi, je m'allonge, je finis de faire ma prière, parce que moi, même si je ne fais pas une longue prière, je fais mon signe de croix, et puis je médite notre Père, le je vous salue, dans le cœur. Donc, je fais mon signe de croix, et puis je fais ma prière, je me suis allongée, je dors. Mais le type veut le truc. Je dis, mais écoute, moi je suis fatiguée, puis je ne suis pas venue là pour ça. Il est là, il est ici, je dis non. Dormons, on va voir au petit matin. Oh Seigneur, c'était la finale. Donc, on dort, mais je sens qu'il y a quelqu'un debout sur moi. Je dors, mais je sens la présence de quelqu'un qui est debout. C'est-à-dire que la personne est debout sur... Moi, je suis allongée sur le lit. Donc, la personne est debout au niveau de mes pieds. Et donc, son ombre, quand il est debout, il est vraiment face à moi. Donc, je me réveille en sursaut. En fait, même pas en sursaut, j'ouvre les yeux doucement. Je me retourne, je le trouve, il est debout, face à moi. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, non, je te contemple trop depuis que tu dors. Vraiment, là, ça ne va pas. Vraiment, la sirène, là, non. Vraiment, tu es vraiment une sirène. Je dis, mais attends, depuis là, tu me parles de sirène, de quoi s'agit-il? Il dit, non, comment tu peux me faire dormir comme ça, sans rien, tout ça. Je dis, non, mais je ne suis pas venue pour ça, justement. On est venu pour s'amuser, pour se balader, et puis c'est tout. Au-delà de ça, je ne peux pas faire autre chose. Le monsieur est resté, il a dit, bon, comme c'est comme ça, je ne dors plus avec toi dans la même chambre. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, mais quand tu sors, ferme la porte derrière toi et ne rentre plus dans cette chambre si ce n'est que le matin. Il me dit, pourquoi? Je dis, non, je te dis, c'est ta chambre, c'est toi qui payes la chambre, mais quand tu sors là, ne rentre plus dans cette chambre, ce n'est qu'au matin. Vous croyez que je blaguais? Donc c'est comme ça qu'il sort, je me lève, je ferme la porte. Je refais la prière, je dors. Jusqu'au matin. Donc quand il cogne le matin, j'ouvre la porte, il se lave. Oh non, vous êtes pas tout. Je dis, ouais, ok. Il dit, oh bon, j'arrive. En fait, à chaque fois, il sortait avec son ami, je ne savais même pas où il allait. Déjà, c'est un coin que je ne maîtrise pas. Donc, peu importe, même s'il pouvait me dire, même je n'avais pas savoir où il allait. Donc, c'est comme ça qu'il part. Ma copine vient me trouver, elle essaie de m'expliquer comment elle a passé la nuit avec son type. Moi aussi, je l'explique. Et puis, quand par enchantement, quand j'ouvre la fenêtre de la chambre dans laquelle j'étais, en face, il y avait une église. Je dis, ah, merci Seigneur. Mais comme ils avaient déjà commencé le culte, donc c'est une église catholique, je ne pouvais pas partir. Mais étant à la chambre, je louais, on chantait, ma copine et moi, on louait, on chantait. Quand la chorale se lève pour chanter, on chantait, tout ça, machin.
Et puis, paf, c'est comme ça qu'ils reviennent et tout en après-midi. Oh non, il faut qu'on rentre. Je dis, ok. On a plié les choses là. Donc, les mêmes villages où on s'arrêtait quand on était arrivé, les mêmes villages où on s'arrêtait pour retourner. Et à chaque fois, les mamans me donnaient des provisions. Oh non, notre belle-fille, ça c'est pour toi. Oh, tu vas aller manger avec les enfants. Donc, c'était comme ça jusqu'on arrive à un endroit, un bosquet. Il pleuvait. Il y a un arbre qui était tombé sur la route. La vache, il fallait nous voir. J'étais fort de rage. Donc, c'est comme ça, il a fait un geste un peu étroit. Et puis, j'ai refoulé son bras et ma main lui a tapé au visage. Non, c'était la catastrophe. Le monsieur a pris ça dans un genre. Il a commencé à me parler mal dans la voiture. J'étais obligée de supplier le monsieur parce que j'étais dans un endroit que je ne maîtrisais pas. J'étais dans un endroit comme j'ai l'habitude de dire aux gens qu'on peut te tuer, l'odeur reste là, on ne saura pas où on t'a tué. Donc, j'étais obligée de supplier le monsieur, supplier, jusqu'à qu'ils ont quand même coupé l'arbre. On a pu passer, on arrive à Mouila, ils m'ont déposé chez moi. Donc, quand on me dépose chez moi, je vais prendre maintenant les provisions qu'on m'a données, mais je les ai dit, moi, je ne prends pas tout parce que je vis avec ma tutrice, donc je n'aurai pas besoin de trop de choses et tout. Le monsieur me dit, niet, tout ce qu'on m'a donné comme provision, tu ne touches rien. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, merci beaucoup. J'ai passé un bon week-end et puis je suis bien arrivée. Donc, j'ai dit à ma copine, bien des choses, je suis rentrée. Donc, quand je suis rentrée, j'ai dormi, je suis restée, je dis, mais attends, l'homme là, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il s'attendait à quoi? Qu'est-ce qu'il voulait soutirer chez moi? Et puis, jusqu'à il a fait le combat spirituel là, il n'a pas pu soutirer sur là. Jusqu'à la colère arrivée, même jusqu'à Mouila, même me donner les provisions qu'on a envoyées, il a catégoriquement refusé de me donner ça. Je vous assure que c'était non, c'était la galère. Je dis, ouais, respect mon frère. Donc, c'est un peu ça. C'est pour dire que les gens qu'on croise sur le chemin, vraiment, c'est beaucoup attention. Comme on le dit, attention, c'est écrit avec 3 T. C'est pas pour rien. C'est vraiment pour faire beaucoup attention avec les gens qu'on rencontre sur la route. Ok. Merci beaucoup. Likez, partagez et merci pour ce que vous faites, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Donc voilà, on va passer à la 10e et dernière histoire. Mais avant, s'il vous plaît, laissez des likes, laissez des commentaires, partagez. On ne sait jamais qui ça va toucher. Peut-être même vos frères, vos soeurs, vos voisins, vos voisines, vos pères, mères, nos pères, autant pour moi, nos mères. Donc, 10e histoire. Bonjour DMG. Moi, je suis de Côte d'Ivoire et je vais vous raconter mon histoire. Voilà. Bon, à l'époque, j'étais enceinte et vous savez, dans la plupart des familles africaines, très souvent la belle-fille a toujours des problèmes avec les belles-mères, etc. Il y avait la belle-mère, il y avait la mère de mon mari, mais ce n'était pas sa mère biologique. Sa mère biologique était à l'étranger. Et celle qu'il avait élevée ici était la femme de son papa. Et elle me détestait franchement parce que selon elle, moi je suis venue enlever son fils de l'église catholique pour l'envoyer à l'église évangélique. Parce que moi j'étais évangélique à l'époque. Et mon mari me suivait de temps en temps à l'église évangélique. Et c'est comme ça qu'il a préféré rester à l'église évangélique. Donc un matin à 6 h, on frappe à la porte, c'est la dame en question, à 6 h du matin. Elle est venue, elle m'a fait appeler, je me suis assise, mon mari s'est assis. Elle a commencé à proférer des injures, que je suis une mauvaise femme, etc. Je suis venue diviser leur famille, commencer à m'insulter. Et pendant qu'elle était en train de parler, il y a eu un gros oiseau noir, je dis un gros oiseau noir qui est rentré par la porte d'entrée, qui a survolé sa tête et qui est sorti par la porte arrière. Elle-même, elle était dépassée. Heureusement que mon mari était là, lui-même il l'a vu. L'oiseau a survolé sa tête et tellement elle était dépassée, elle s'est sentie confuse. Elle a commencé à balbutier en disant, ah, après ça te dit que dans vos églises, ça va là, ça me dit que non, moi je suis sorcière, nanani, nanana. Alors qu'à l'époque, j'étais enceinte. Quelques temps après, j'ai accouché. J'ai accouché une petite fille. Et la dame en question continuait encore ses piques. Elle me dit que je suis mauvaise. Souvent, elle m'a insulté, mais je n'ai jamais ouvert la bouche pour répondre. Quelles que soient ces injures, je ne l'ai jamais tenu tête, je ne l'ai jamais répondu. Il y avait une jeune dame à l'époque qui venait m'aider de temps en temps pour surveiller ma fille, tout ça. Un dimanche, elle est venue me voir. Et là, il y a ma soeur qui m'appelle pour me dire qu'elle est hospitalisée
dans un hôpital de la place. Elle et sa fille sont hospitalisées parce que sa fille était malade. Il m'a dit, d'accord, je viendrai te voir le même jour. Donc, j'étais avec celle qui venait m'aider de temps en temps à la maison. On est sorti pour acheter quelque chose à la boutique. Elle avait mis ma fille au dos. Ma fille avait 4 mois. Elle avait mis ma fille au dos. Et on est sorti pour aller à la boutique. Donc, je vois ma belle-mère dans la rue. Quand elle m'a vue, elle a commencé à crier. « Hé, toi là, passe ici! Toi là, passe ici! » Je dis que je l'ai regardée et puis j'ai fait comme si de rien n'était, comme si c'était pas moi. Je continue à marcher comme si c'était pas moi qu'elle interpellait. Et c'est celle qui venait m'aider de temps en temps, qui avait mis mon bébé au dos. C'est elle qui est partie vers la femme et elle a dit « Ah maman, pardon, calme-toi. » Et la femme, pendant que la jeune fille disait « Maman, calme-toi, on dirait que c'est là. » Mais on lui disait « Non, il faut commencer à faire du scandale. » Elle a commencé à faire du scandale, à m'insulter. Tout le monde est venu autour d'elle. C'était tellement scandaleux. Mais moi, je suis partie m'arrêter à une cabine. J'ai fait comme si de rien n'était. Et tellement que je faisais comme si de rien n'était, les gens ne savaient même pas que c'est de moi il s'agissait. Elle a commencé à bavarder, les gens étaient autour d'elle. Et puis elle dit à la jeune fille qui a mis mon bébé au dos, c'est sa fille que tu as mis c'est sa fille que tu as mis au dos. C'est sa fille que tu as mis au dos, non. Vous allez voir. C'est ce qu'elle a dit à la jeune dame. Mais quelques heures plus tard, quand tout s'est calmé, moi je suis partie voir la fille de ma soeur à l'hôpital. Et étant à l'hôpital là-bas, il y avait des pasteurs qui passaient pour payer pour les malades, tout et tout. Ils sont rentrés dans la salle dans laquelle j'étais, il y avait plusieurs malades. Et le pasteur principal m'a approché et puis me dit, tiens, toi, il faut prendre 2 jours de jeûne à compter du lundi. Et le mercredi, tu m'appelles parce que je vois un esprit de mort rôder. C'est ce que le monsieur m'a dit, il a prié et puis il est parti. Ça, c'était un dimanche. Effectivement, le lendemain, j'ai pris un jour de jeûne le lundi. Le mardi soir, j'ai terminé mon jeûne. Le mercredi matin, quand ma fille de 4 mois ouvre les yeux, c'est-à-dire qu'elle a dormi la nuit, mais quand elle a ouvert les yeux, le matin, quand elle s'est réveillée, ça avait des vomissements. La petite vomit. Elle fait la diarrhée. Elle vomit, elle fait la diarrhée. Elle ne veut rien manger. Elle vomit, elle fait la diarrhée. Ça n'allait pas. J'ai dit à son papa qu'on aille à l'hôpital. On est parti à l'hôpital. On a prescrit des médicaments. Quand on est venu à la maison, elle a dormi un peu. Mais après, elle a recommencé à vomir, à faire la diarrhée. Et c'est celle puait la pourriture. J'ai dit, nous les mamans, on a votre instinct maternel est très développé. Je sentais que ça n'allait pas. Si on faisait rien pour ma fille, c'était pas bon. Elle allait passer de vie à trépas. Donc j'ai dit à son papa, quand on voit à l'hôpital, je ne veux pas, même si on nous hospitalise, quand on voit à l'hôpital, non, je ne peux pas rester. J'ai commencé à pleurer. Son papa dit, d'accord, il n'y a pas de problème, il va appeler un de ses amis qui connaît un médecin, pédiatre, etc. Il connaît beaucoup de pédiatres, mais il va nous donner le numéro d'un pédiatre. Et c'est comme ça qu'après, il est venu, il nous a dit que son ami lui a donné le numéro d'un pédiatre, que le pédiatre se trouve à Trècheville. À Trècheville, c'est un quartier d'Abidjan. Mais plutôt à Marcory, voilà, c'est un quartier d'Abidjan. Et on est parti, j'étais avec mon mari, avec une de mes amies à l'époque. On s'est rendu à Marcory, dans un grand immeuble de 3e étage. Et on est parti chez le médecin en question. Donc quand on est parti, j'ai vu sa femme, ses enfants, ils étaient au salon parce qu'il était 20h. On est parti à 20h. Il y avait sa femme, il y avait ses enfants. Il lui a dit, ah, rentrez, allez-y dans vos chambres là-bas. Moi, je vais consulter ceux qui sont venus. Et on s'est installé dans le salon. Il a pris la petite. Il a commencé à ausculter la petite. Et il me demande, mais qui fait sa nourriture? Je dis, c'est moi. Ou bien son papa. Il dit, vous êtes combien à la maison? Je dis, on n'est que 2. Il dit, mais comment vous faites sa nourriture? Parce qu'à l'époque, elle prenait les blédinas, les phosphatines. Je sais, elle prend comment dirais-je, la nourriture de bébé instantanée. Je lui ai montré comment il faisait. Il dit, ah bon, c'est tout, il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est tout ce que vous lui donnez. Je dis oui. Il dit, mais parce que la petite a été empoisonnée. Et là, c'était la consternation. La petite a été empoisonnée. Et il est rentré dans sa chambre. Il est parti prendre 2 flacons de médicaments. Et il nous a donné, ils disent que les médicaments, on ne les vend pas. C'est que les médecins qui ont ces médicaments. Donc, de commencer, dès qu'on arrive à la maison,
le lendemain matin de commencer à donner le médicament à la petite. Et en partant, il dit d'acheter du coca. On a caché le coca, elle avait 4 mois et on a caché le coca pour donner à la petite, elle va boire le coca pour que la diarrhée puisse s'arrêter. Et puis, bon, elle a donné quelques conseils aussi pour pouvoir, pour que la santé de l'enfant s'améliore. On est parti, il était vers les 22 h, il nous avait donné une ordonnance, il dit la nuit, il a dû faire les injections à l'enfant. On est parti acheter l'ordonnance à la pharmacie, on est parti dans un hôpital. Quand le médecin qui se trouvait de garde a vu les médicaments qu'on devait injecter à la petite, il dit non, c'est trop fort, lui ne peut pas, les doses sont trop élevées. On lui a dit, mais c'est le médecin qui nous a donné. Il dit de le mettre en contact avec le médecin. Donc, on a composé le numéro du médecin. Le médecin a appelé le médecin qui nous avait prescrit le médicament à 13 juillet. Donc, on a duré au moins 30 minutes au téléphone avant que le médecin qui devait l'appliquer n'accepte de faire les piqûres. Et c'est comme ça que, quand ils se sont laissés, le médecin a fait les piqûres, 3 piqûres sur chaque cuisse pendant 3 jours. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, la première nuit, on a fait les 3 piqûres sur chaque cuisse, on est rentré à la maison. Quand on est rentré à la maison, la petite a dormi sans se réveiller jusqu'au matin. Et le matin, elle a commencé plutôt à faire des selles verdâtres avec des points noirs. Mais les selles qui sortaient de son ventre, c'était impressionnant. Non seulement c'était montagneux, mais c'était impressionnant. Elle a fait ça sur au moins 2 jours et puis ça s'est arrêté. Quand ça s'est arrêté, le médecin m'avait dit de l'appeler de temps en temps pour qu'il me donne des conseils aussi par rapport à la santé de l'enfant. Donc, quand elle a eu 5 mois, je l'ai appelé. Il m'a dit non, il faut faire telle nourriture, il faut faire telle nourriture. Il m'a donné des conseils encore. Quand elle a eu 6 mois, pareil. Quand la petite a eu 7 mois, pourtant je l'appelais de temps en temps. Quand la petite a eu 7 mois, j'appelle le médecin encore. Son numéro ne passe pas. Il avait 2 numéros. J'appelle les 2 numéros, ça ne passe pas. Pendant 1 semaine, ça ne passe pas. J'ai dit au papa de la petite, pardon, il faut essayer d'appeler le médecin parce que depuis que je l'appelle, ça ne passe pas. Il appelle le médecin, ça ne passe pas. Il appelle le médecin, ça ne passe pas. Donc un jour, il se trouvait dans la zone à 13 juillet. Il est monté dans l'immeuble du médecin, là où le médecin nous a reçus dans sa maison. Il est parti frapper à sa porte. Ceux qui sont venus, ce ne sont pas ceux qu'il avait vus quand il était parti voir le médecin. Donc, il a demandé après le médecin. Les gens sont étonnés. Les gens disent que non, il n'y a jamais eu de médecin dans l'immeuble. Ça fait 3 ans, il n'y a pas eu de déménagement. Point d'interrogation. Qui était ce médecin? Mon mari dit, mais c'est pas possible que voilà, on est venu avec l'enfant à tel. Les gens disent que non, les gens le regardaient même comme un fou. Il n'y a jamais eu de médecin dans l'immeuble. Ça fait 3 ans, il n'y a pas eu de déménagement. Lui-même, il est dépassé, il est venu me dire ça. Dépassé, nous tous on était dépassés. Et il appelle son ami qui lui a donné le numéro du médecin en question. Son ami dit, mais moi je connais pas un tel médecin, je n'ai même pas son numéro dans mon téléphone. Et nous tous on était émerveillés, on était dépassés. Et ma fille a commencé à se sentir mieux. Aujourd'hui elle est grande, mais ma fille s'est sentie mieux, elle n'a plus de problème. Donc, c'est pour dire que vraiment, les êtres illuminés, on parle souvent d'êtres illuminés ou bien d'anges, etc. Mais je pense qu'ils existent. Parce que moi, je me dis que c'est Dieu qui a envoyé ce Hans-Griffe, ce médecin, pour soigner ma fille. Qu'est-ce qui allait arriver à la petite? Alors que pendant qu'on partait, la nuit, on est parti rencontrer le médecin. Mes soeurs m'appellent. Oh, j'ai fait un rêve que la petite est morte. Mes amis m'appellent. J'ai fait un rêve que la petite est morte. Comme je sentais que ma fille allait mourir. J'implorais la grâce du Seigneur. Et voilà le miracle. Moi, je dis que c'est un miracle de Dieu. Donc, continuons à croire en Dieu. Et puis, il faut être vrai. Il faut toujours se confier à Dieu. Ne pas garder rancune. Ne pas, comment dirais-je, en vouloir même à la personne qui vous fait le mal. Donc, c'était un peu mon histoire. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Et c'est sur cette dernière histoire-là qu'on va se séparer aujourd'hui. Merci d'avoir liké. Merci à tous ceux qui laissent des likes, ceux qui laissent des commentaires. Merci à ceux qui partagent. On se reprend demain pour une nouvelle vidéo à 12 h.